Bonjour Hugo, je suis très content de t'avoir aujourd'hui avec moi. Comment ça va? Hello Elliot, écoute, je vais magnifiquement bien. Très content de te voir aussi. Magnifique. Qu'est-ce qui fait que tu vas magnifiquement bien? Je viens d'avoir une petite fille il y a un mois et demi, donc tu sais, en ce moment, je vois la vie en rose, on va dire. Donc, tout va bien. Ok, félicitations. Donc ça va, tu la vois la vie en rose, tu la vois pas sous peu de sommeil et fatiguée, non? All good? Ouais, on va voir ce que je vais te raconter tout à l'heure, mais ça va, en vrai, ça va. Ok, ça marche. Eh ben allons-y. Alors, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter et puis nous présenter ce qui est Albus School également? Et c'est avec plaisir. Alors, je m'appelle Ugo Bassiano, je suis franco-italien, j'ai 30 ans. J'ai un parcours assez normal, j'ai envie de dire. J'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai rejoint d'abord le groupe Samsung pendant 6 mois en stage. On peut pas dire que ça a été une grande réussite pour moi. C'est pas l'humain qui me plaisait pas, mais c'est le système, l'organisation hiérarchique. Donc très vite, j'ai changé. Je suis allé dans une première startup. On était 6. Voilà, c'était tout début, on utilisait que de l'Excel, etc. C'était très sympa. On s'est fait racheter au bout d'un an et demi, donc j'ai changé de boîte. Et là, j'ai rejoint une startup un peu plus grosse. On était 20. Là, c'est dans une agence d'intérim digital, on va dire. Toujours très Et loin de ça Samsung à 20, a bien mais grandi. Voilà, mais ça a bien grandi parce que comme c'est de 20 à 120, et là, j'occupais un peu le rôle d'opération terrain, où je gérais une équipe. Et puis ensuite, derrière, j'ai changé encore de nouveau. Et là, je suis passé dans une plus grosse startup, ce qu'on appelle les licornes maintenant, donc les très très grosses startups. Une qui s'appelle Spendesk, où je suis resté un peu plus de 3 ans, où j'ai vraiment passé des super moments. Là, j'occupais le poste de revenu opération, donc qu'on va détailler juste après. Et au bout de 3 ans, j'ai envie de faire autre chose et du coup de créer ma boîte. Et ça, on va en revenir aussi. Et j'ai créé Albus School. Donc c'est une formation dédiée au revenu opération pour devenir le poste de revenu opération. alors du coup, Revenu il faut que opération, tu en nous fait, dises, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? ouais, c'est ça. Revenu opération, en fait, c'est un poste qui est né, on va dire, récemment, on va dire il y a une dizaine d'années. En fait, c'est assez simple, hein. C'est des personnes qui travaillent avec les équipes commerciales, marketing et customer success pour générer du revenu. Donc c'est via l'optimisation de process et l'utilisation de la donnée. Donc très souvent, on connaît plus le poste de sales opérations, par exemple. Ce sont ceux qui travaillent avec le head of sales ou le directeur commercial, qui va s'occuper, on va dire, des projets comme gérer la compensation des équipes commerciales, qui va trouver les entreprises à contacter, qui va aussi aider le directeur commercial à organiser ses équipes sales. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, on va dire, l'utilisation de process et de données. Et le poste de revenu opération, il fait la même chose, mais en fait il fait ça de A à Z. Donc il fait ça aussi du poste marketing, commercial et customer success. Donc il va reporter directement, généralement des fois au directeur général ou directeur des opérations s'il y en a. Et ça va être sur des projets qui peuvent être vraiment très très gros, hein. Ça peut être un projet de pricing, ça peut être un projet d'organisation d'équipe, de reporting. Donc voilà, donc c'est assez global. Et il me semble, hein, tu me dis si je me trompe, mais que le rôle de RevOps n'existait pas, ou en tout cas n'était pas très connu il y a quelques années. Je crois qu'on est quand même sur une tendance à la hausse, de tendance, de manière générale, il y a de plus en plus de C'est ça. RevOps. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a de plus en plus selon toi aujourd'hui? C'est ça. Alors en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ce rôle a un peu toujours existé. Même tu vois, quand j'étais à Samsung, il y avait un poste qui s'appelle d'administrateur des ventes. Bon, c'était Ouais. un peu plus lié, on va dire, au secrétariat et vraiment aider les sales. Mais en fait, c'est un rôle qui a un peu évolué, pas de plus stratégique, mais qui existait déjà à l'époque. Ce qui, pourquoi les RevOps existent vraiment aussi beaucoup, c'est que tu as un nombre de logiciels, d'entreprises de logiciels qui sont créés, et qui a un système de revenus, de génération de revenus qui est particulier. Donc, très souvent, c'est les équipes marketing qui créent pour les équipes commerciales, puis ensuite pour les équipes CSM, donc qui vont gérer les clients. Et comme il y a beaucoup d'utilisation maintenant d'outils digitaux, et en fait, les équipes commerciales, marketing, voire que le succès, c'est pas vraiment pas vraiment euh, bonne, en tout cas, à utiliser ces outils. En fait, il y a quelqu'un qui est venu en support justement pour fluidifier les process, utiliser la donnée qui sont collectées à chaque étape. Et en fait, cette personne-là, c'est devenu les revenus opérations. Donc voilà, en France, par exemple, maintenant, je considère qu'on compte entre 6 et 7 000 personnes en revenus opérations. Alors, mais ça n'a rien à Ok. voir avec les US et les UK, où là, par exemple, les UK, c'est 5 ou 6 fois plus, et aux US, je crois que c'est 30 fois plus quasiment. Ah oui, 30 fois plus, alors qu'en proportion, on est quoi? On est 5 fois moins d'habitants seulement, donc ça veut dire qu'il y a quand même un C'est investissement 6 fois ça, plus c'est ça. élevé au moins aux US là-dessus. Ok. Puis, Et ok, donc toi, du coup, tu as eu une super expérience en Revolt chez Spendesk, donc une très très belle boîte où tu as dû c'est apprendre ça. énormément de choses et développer plein de process. Euh,
Qu'est-ce qui fait que derrière tu changes complètement, tu te lances, sur une formation? Pourquoi un organisme de formation? Pourquoi pas, autre chose? Et comment du coup ça s'est démarré? Hem, En vrai, c'est une très bonne question. En fait, c'est pour être honnête, hein, ça aurait pu être n'importe quelle boîte. Moi, j'avais première chose, c'est que en fait, j'avais envie de créer ma boîte. Comme je t'ai dit, j'ai fait 3 startups d'affilée. Hem, J'avais envie de prendre des risques. Tu vois, j'avais que 29 ans. Enfin, c'était il y a un an, donc j'étais encore jeune. Et du coup, je voulais vraiment construire une boîte qui ne reposait pas sur vendre mon temps. Donc, je vais pas devenir un freelance, etc. Il y avait ça. Je voulais construire une boîte où j'utilisais mon serveur directement. J'avais pas besoin de me former pour faire autre chose. Et enfin, j'avais envie d'un panier moyen, on va dire un peu élevé, dans le sens où j'avais pas envie de vendre plein de produits. J'avais pas envie de faire, par exemple, du e-commerce, du dropshipping. Et je voulais quelque chose d'assez facile à gérer, on va dire, niveau administratif. Bon, ça, je suis pas sûr que j'ai vraiment réussi. C'est ouais, ce que j'allais Mais dire, est-ce que tu as choisi le meilleur endroit pour ça? Mais, mais bon, en vrai, ça reste faisable. Surtout quand t'es en opération, tu fais vraiment très attention aux détails, en fait, hein. Donc bon, Ouais. ça match un peu, on va dire. Donc, en fait, une fois j'ai vu tout ça, je me suis dit, ok, bon, bah, qu'est-ce que je peux créer? Et au fur et à mesure de ma pensée, j'ai vu, en fait, des boîtes similaires qui sont créées sur des verticales de métiers. Bon, on parle de wagon dans la tech, mais bon, là, qui est une grosse machine. Mais en fait, par exemple, les product managers, donc ceux qui aident les développeurs à créer les Les features produits, ouais, les sur des features. sites. Ouais, exactement. Eux, bah, par exemple, t'as Noé qui s'est créé, Noé.pm. T'as, par exemple, aussi pour tout ce qui est data, t'as DataBird. Et en fait, je me suis dit, c'est bête, pour une opération, c'est un métier qui est vraiment en constante progression, on va dire, et il y a encore rien qui est créé en France. Donc je me suis dit, écoute, je sais que le marché n'est pas grand, il y a que 6 000, 7 000 personnes, mais comme ça fait que en tendance haussière, je me suis dit, bah, il y a peut-être un créneau à avoir, quoi. Voilà, tout Donc tu estimes simplement. que Et c'est chaque comme année, ça que combien de personnes deviennent, RevOps? Parce que s'il y en a 6 000 7 000 aujourd'hui, tu dois pas en avoir tant que ça qui se forment? Non, en vrai, c'est assez compliqué parce que le problème des revenus opérations, c'est que tu as pas mal de noms qui sont très similaires. Tu peux avoir du Ouais. business opération, sales opération, tu as aussi par exemple, est-ce qu'on compte quelqu'un qui gère Salesforce ou qui gère HubSpot qui sont des CRM, comme quelqu'un en revenu opération. Donc en fait, c'est très dur d'évaluer exactement. Mais en tout cas, j'espère qu'il y a toujours au moins 203 personnes, 200-300 personnes en plus chaque année, quoi. Mais bon, encore une fois, c'est une évaluation de mouillé, on va dire. OK. Et alors, à ce moment-là, donc tu te dis: «OK, je vais lancer une formation, sur les RevOps, c'est le truc qui est tendance, c'est le truc où il y a personne, ça a l'air de bien Ouais. marcher pour d'autres boîtes dans d'autres secteurs». Comment tu t'y prends et où est-ce que tu en es d'ailleurs? Ouais. Bon, alors déjà, la première chose, quand même, c'est que moi, je travaille dans ce réseau-là depuis 6-7 ans, donc c'est aussi beaucoup plus facile pour moi. Déjà, la première chose, c'est que j'essaie de comprendre un peu c'est simple, hein, mais ok, il y a revenu opération, mais dedans, il y a c'est comme si on dit on peut faire commercial, mais on peut faire commercial pour les grands comptes, on peut faire commercial pour à vendre je sais pas, hein, pour des entreprises tech, ou au contraire, juste des petits paniers moyens, mais en fait, il faut transactionnel, donc c'est-à-dire faut vendre plein de produits. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je veux vendre? Est-ce que je veux une formation généraliste? Je veux avoir une formation très longue, ou au contraire, assez courte sur des points particuliers. Donc ça, pour ça, j'ai fait pas mal, simplement, je fais pas mal d'interviews avec différentes personnes, à quel type de boîte je veux vendre. Donc en fait, je me suis rendu compte que moi, ce qui me correspondait le mieux, c'est de vendre à des petites boîtes, en tout cas des boîtes de moins de 100 personnes. Donc c'est pas non plus des petites boîtes. Des boîtes de moins de 100 personnes qui sont plutôt des logiciels. Donc voilà, parce qu'ils me connaissent plus aussi. Et je voulais faire une formation qui est plus généraliste. Donc tout simplement parce que comme les revenus opérations, en fait, ils sont souvent dans des boîtes entre 0 et 1 000 personnes. Mais en vrai, en France, il y a combien de boîtes entre 200 et 1 000 personnes? Il y en a très peu. Tout simplement parce que Ouais. nous, on a vraiment un marché en France qui est très particulier, qui est particulier en tout cas, où il y a beaucoup de petites entreprises. Donc, plus qu'en fait, autre part en Europe. Donc, je me suis dit, OK, bon, en fait, je vais aller sur ces boîtes entre 0 et 100 personnes. Entre 0 et 100 personnes, en fait, ils ont souvent une personne en revenu opération dans la boîte. Donc, ce sont souvent des généralistes. Et souvent, ce sont soit des commerciaux vraiment ou des gens en marketing qui ont changé de poste et qui passent en revenu opération, ou alors ce sont en fait des juniors qui arrivent, qui ont moins de 2 ans d'expérience et qui prennent le poste. C'est dans 95% des cas. Et je me suis dit qu'en fait, que pour ces gens-là, c'est un peu une formation qui est la même, c'est une formation généraliste qui doit venir qui va durer, on va dire, allez, 40, 50 heures, où je vais revenir sur tous les projets des revenus opérations. Donc les projets qu'on a vus, hein, ça peut être des projets de comment trouver des emplois qui sont intéressés, comment enrichir la donnée dans le CRM, comment, pour une équipe Customer Success, comment créer des portfolios, en tout cas d'entreprises à gérer, qui soient équilibrés entre les différentes personnes.
Et donc, voilà, donc c'est comme ça que je me suis lancé. Une fois que défini vraiment ce que je voulais comme formation, je me dis, OK, bon, ça va intéresser les gens, il y a un potentiel de vente. Et après, derrière, j'ai juste à définir un peu le format. Donc, le format, encore une fois, je me suis dit, qui c'est qui va payer? Euh, souvent, les gens, on le sait, hein, en France, on n'est pas prêt à payer notre poche, à part s'il y a le CPF. Bon, le CPF, c'est quand même pas mal de galères. Je pourrais revenir dessus après si tu veux, mais quand tu dois créer un nouveau métier, en tout cas une nouvelle nomenclature de métier dans l'administration française, ça prend du temps. Donc, je me suis dit, OK, bon, en fait, je vais pas pouvoir compter sur le CPF, donc je vais compter sur les entreprises. Et donc pour les entreprises, ça veut dire que c'est des gens qui sont déjà en poste. Donc globalement, c'est compliqué de prendre beaucoup de temps sur de la journée. Donc je fais des cours du soir, de 17h30 à 20h. Donc voilà, donc le format, en fait, il est simple, c'est 40 heures. C'est sur 8 semaines, tu as 2 séances de 2 heures par semaine pendant 8 semaines. Donc c'est comme ça que j'ai le format. Après, sur le contenu, je me suis dit que j'allais créer avec des profs que je connais ou qu'on m'a recommandé. Tu vois, c'est que des gens qui ont entre 8 et 10 ans d'XP, vraiment sur leur domaine. Donc tu vois, j'ai 6 Oui, profs. alors ça, c'est intéressant. Du coup, c'est que des gens qui ont vraiment fait ou font, d'ailleurs, j'imagine plus généralement, ce que les gens vont apprendre. Comment tu donc des gens qui ont plus de 10 ans d'expérience et pourquoi pas des profs, plus, classiques, qui font ça à temps plein? Pourquoi pas d'employés finalement, qui parce que je pose la question parce que si on regarde par exemple, Le Wagon, tu vois, dont on discutait un tout petit peu avant, c'est des Mm. gens qui sont souvent experts, mais en même temps qui à la fin sont employés par Le Wagon, pour donner ses cours. Est-ce que c'est un objectif à un moment ou pas? Et pourquoi? C'est une excellente question. Donc effectivement, tu as raison. Déjà, quand je dis prof, en fait, j'ai pris l'habitude, mais en fait, c'est des experts. Hein. C'est des gens qui Ouais. sont vraiment employés dans leur boîte. Tu vois, j'ai le Head of RevOps de Sunday, euh, de chez Swan, voilà, de ce genre de boîte. Et effectivement, je pense que ça dépend vraiment de ce que tu veux construire. Encore une fois, c'est vraiment construire une boîte pérenne sur le long terme. Je pense qu'à un moment, il va falloir internaliser tout ça. Donc ça veut dire effectivement recruter les profs, faire en sorte que ton contenu t'appartienne aussi, parce que moi actuellement mon contenu il appartient surtout aux profs, ils me le prêtent en fait pour les élèves. T'as pas Ça mal de ça veut choses ça comme veut dire ça. quoi, ils le prêtent pour les élèves? Le produit de quoi on parle là? Parce que tu parles de produit, mais de En fait, qu'est-ce que et c'est? t'as raison. Non, mais tu as complètement raison. En fait, le produit, tout simplement, ça va être le contenu qu'on va montrer aux élèves. Donc, ça peut être des vidéos, ça peut être des exercices, des OK. slides, euh, ce genre de choses, des quiz. Donc, voilà. Donc, actuellement, en fait, moi, je vends à des élèves et les profs montrent le contenu, ils le présentent. Donc, ça veut dire que c'est pendant ces 2 heures et demie, ils vont avoir des slides, des exercices, etc. Ils vont le présenter et en fait, les élèves, bien sûr, ils ont le droit de manière illimitée, donc parce que les cours sont enregistrés, comme ça, on va dire dans un an, ils peuvent y revenir, tu vois, via une plateforme de LMS. Ça fait rien de bien compliqué. Ouais. Et donc, voilà, donc ils créent ce contenu en fait pour Albus. Et c'est vrai que OK. dans pas mal de boîtes, pas mal de formations, en fait, ce contenu, il est intégré. D'ailleurs, ça fait aussi que ça crée de la valeur pour la boîte et aussi ils recrutent, du coup, ces experts en interne. Moi, une des raisons pour laquelle aussi j'aime bien les garder en externe, c'est que, un, ils continuent d'apprendre. Donc, ça veut dire qu'ils sont au bout du jour des dernières techniques, etc., des process. Pour un métier qui est nouveau, c'est hyper important. Et deux, mine de rien, le marketing joue aussi énormément. Quand tu as le Head of RevOps, comme je disais tout à l'heure, de Sunday, un RevOps de Pigment, quelqu'un de chez Spendesk, etc., en fait, ce sont des noms qui attirent aussi. Donc, c'est quelque chose à garder en tête, surtout pour une formation qui vient de commencer. OK. Et alors, on va parler du coup de comment tu as recruté tes 1ers, candidats. J'imagine que tu as pu avoir l'occasion d'appliquer tes propres méthodes un tout petit peu. Moi, je suis curieux de savoir, comment tu as démarré et qu'est-ce que tu as utilisé de l'expérience peut-être de Spendesk pour, justement, attirer des personnes? Alors, il y a la notoriété, le marketing, super, mais j'imagine qu'il y a quand même d'autres choses. Comment ça s'est passé? Alors, c'est une très bonne question, en fait. Effectivement, tu as la génération lead, donc, comment tu vas trouver des élèves en fait? Donc là, tu as plein de manières différentes. Soit tu peux faire des pubs sur Google, des pubs sur Insta, tu peux utiliser des LinkedIn, tu peux faire des événements physiques, tu peux faire du partenariat. Moi, j'ai choisi de me focus sur LinkedIn, enfin de me concentrer sur LinkedIn et sur le partenariat. Donc la première chose que j'ai fait, c'est j'ai écrit un partenariat avec la plus grosse communauté Revenu Opération de France, qui s'appelle Business Operation Network. Euh, donc en fait, j'ai fait une chose assez simple, hein, c'est C'est une qu'ils ont communauté publique partagé pour ceux auprès qui veulent rejoindre ou est-ce qu'il faut se faire inviter? public si vous faites pas, OK. si vous faites déjà un boulot de revenu Un métier, opération. dans le Voilà. coin. Et OK. si vous n'êtes pas dedans, je vous conseille de la rejoindre. C'est super, il y a beaucoup d'entraide et tout. Euh, donc ouais, eux, ils ont un peu moins, ils ont, je crois, maintenant entre 2500 membres, quelque chose comme ça.
Donc je fais un partenariat avec eux globalement où justement ils poussaient en fait ma formation auprès de leur communauté. Donc ça veut dire qu'ils envoyaient juste un mail, un Slack, ils expliquaient ce que c'était. Donc en fait ça m'a apporté deux choses. Première chose, ça m'a apporté directement au moins allez, une personne qui a vraiment connu cette offre. Un premier élève, donc c'est vraiment c'est le premier en plus, donc merci à lui, Nicolas, si tu m'écoutes. Et seconde chose, c'est que ça a commencé à m'apporter un peu aussi de notoriété. Sans même que les gens s'inscrivent, en fait, ils ont commencé à avoir dans la tête l'image d'Albus et que Ouais, éventuellement donc plus tu essaies de tard, ils rester top pourraient. of mind, même si c'est pas pour aujourd'hui, peut-être qu'un jour. C'est hyper important, hein. La marque Albus, en Ouais. fait, et pour ça, je fais très attention à pas faire. Moi, par exemple, clairement, je fais pas de partenariat rémunéré avec des outils en ça, je pourrais pousser des Ouais. outils de ma formation. Jamais je fais ça parce que, en fait, j'ai pas du tout envie de décrédibiliser la marque Albus, en fait. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. Et la seconde, c'est que je me suis mis à poster beaucoup sur LinkedIn, euh, où j'ai posté plusieurs choses, où j'ai mixé, on va dire, du contenu très, on va dire, un peu plus technique, très centré revenu et opération, juste pour montrer que, pour commencer à faire grandir ma communauté. Bon, j'ai pas eu vraiment une grande communauté, mais pour commencer à faire grandir ma base d'abonnés et pour voir qu'en fait, j'ai une vraie appétence et j'ai une vraie expertise dans ce métier-là et que j'ai aussi du coup partagé des choses sur Albus au fur et à mesure. Donc, quand j'ai créé ma boîte, les profs qui y a à l'intérieur, les premières réussites. J'ai vraiment tout documenté sur Ouais, tu as combien appliqué la méthode de build-in de public générer. finalement à la création Exactement, d'un c'est OF. exactement ce qu'on Ok. appelle le business public. Exactement. Et ça a pas mal marché. Et en fait, aussi, vu que c'est une petite communauté, mine de rien, tout le monde parle entre eux. Donc, je pense que je dirais pas Ouais. que les 6 000, 7 000 personnes connaissent Albus, mais une bonne partie. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, pour ma première promotion, je me suis retrouvé avec 8 élèves qui commençaient début février. Donc, je me suis lancé début décembre en public et j'ai commencé ma première promo début février, 3 février. Donc là, t'en es à la combientième là du coup? T'en as fait 2, 3, et est-ce que J'en ai ça a fait grossi? 3. J'en ai fait 3, T'en as c'est fait ça. 3. Ok. C'est assez flat en fait. Enfin, c'est expansion. J'ai fait 8 personnes, 7 personnes, 8 personnes, tu vois. C'est, en vrai, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que ça se renouvelle de manière assez naturelle, on va dire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai pas non plus, voilà, j'ai ma fille entre temps qui est un peu devenue un peu ma priorité. Et donc j'ai pas non plus poussé autant que je l'aurais voulu, notamment sur la génération de leads. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire que je vais essayer de faire en 2025. Donc, voilà. Ok, génial. Donc c'est quoi l'ambition? C'est d'arriver à des cohortes de 50 personnes, d'aller à l'international peut-être à un moment si le marché est trop petit Non, en non, France, c'est non. quoi? C'est ça. Alors, la première ambition, c'est de savoir ce que je veux faire exactement. Est-ce que je Ok. veux vraiment, non, mais est-ce que je veux vraiment créer Albus comme quelque chose de fort et mais y dédier 100% de mon temps? Donc ça, c'est Ouais. vraiment une question que chacun doit se poser. Ok, c'est super cool toi, par exemple, là, j'ai donné quelques chiffres sur Albus, mais j'ai eu donc 21 personnes de formées, c'est 55 000 euros de chiffre d'affaires pour 70% de marge, euh, et Oui, il 10, faudrait 10 000 grossir un euros de petit peu facturé pour pour l'année bien en prochaine. vivre, Ouais, mais c'est pas encore pour bien en vivre, énorme. il faut vraiment mais encore une fois, ça c'est pas énorme, énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'y passe actuellement, quand il n'y a pas de formation, j'y passe entre une demi-journée par semaine, tu vois. Et quand il y a des formations, Ah oui. c'est une journée par semaine. Donc, ça reste en ce moment. Après, je dis après parce que j'ai automatisé beaucoup de choses. Hein. Avant, je passais plus de temps. Euh, donc, donc voilà. Donc effectivement, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux construire quelque chose de fort avec Albus? Donc déjà, comme je te dis, comme le marché en France il est petit, donc forcément, faut aller à l'international. Donc ça veut dire Ok. probablement soit aux US, soit au UK. Où il y a des choses qui commencent déjà à être créées. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est toujours plus compliqué, notamment aux US et au UK. Est-ce que j'ai envie de le faire à plein temps? C'est une question que je dois me poser. Le vrai problème actuellement, tu vois, et ça c'est le problème de beaucoup de solopreneurs, c'est des gens qui ont créé leur boîte tout seuls. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement extraverti. J'aime beaucoup parler aux gens, discuter au quotidien, et pas seulement dans un open space. Hein. J'aime discuter de projets, comprendre ce que les autres ils en pensent, comment l'améliorer, etc. Et actuellement, tu vois, Albus, ça remplit pas la fonction, en tout cas actuellement. Donc, est-ce que ça veut dire que je dois recruter quelqu'un, travailler en freelance avec quelqu'un de manière plus régulière? Ou alors est-ce qu'en fait je vais en garder en tant que side business, juste ou un business sur le côté avec qui éventuellement je fais venir un gérant ou en freelance qui le gère aussi en manière 50-50? Ce sont des choses auxquelles je réfléchis en fait, pour être honnête. Euh, Ok. donc voilà, tu vois. Donc l'ambition 2025 en tout cas, c'est au moins de faire au moins minimum, c'est aussi bien que cette année.
Donc, euh, Super. donc voilà. OK, très clair, mais ce qui est déjà, sympathique effectivement, ça prend qu'une demi-journée par semaine, lorsque tu mais alors tu disais que tu avais automatisé beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment tu as parce que comme on l'a dit au début un petit peu en rigolant, il y a quand même de l'administratif dans la formation. Alors même si tu as pas le CPF, qui Ouais. peut-être, alourdit un petit peu le tout lorsqu'on l'a, mais, comment tu gères aujourd'hui, si tu peux nous partager un tout petit peu ton organisation derrière? Bien Je sûr. serais curieux de savoir. Carrément. Alors en plus, quand je dis que j'ai automatisé, c'est plutôt que je me suis automatisé dans ma tête. J'ai pas vraiment des outils digitaux, on va dire. J'ai quelques OK. Zapier, etc. Donc des Zapier, ce sont des outils d'automatisation qui permettent de relier différentes applications. Par exemple, sur mon site web, quand quelqu'un fait une demande de contact, ça va automatiquement se lier à mon Gmail qui va envoyer un mail en disant bon bah voilà, on revient vers toi très rapidement. Quand est-ce que ça t'arrange, voilà, ce genre de choses. Mais en vrai, surtout, tu vois, la différence, c'est que moi, du coup, j'ai vraiment, toi, j'ai dit 21 personnes de formées. Donc, ça veut dire que de base, j'ai pas d'administratif à faire comparé à des gros organismes qui font des promos de 25 Oui, tu as pas ou une même mise juste à des l'échelle formations pour à la l'instant journée. encore véritable, C'est ça, nécessaire. OK. tu vois. Genre, moi, je peux me permettre de faire encore beaucoup de choses à la main, en fait, hein, honnêtement, c'est ça qui est important. Donc, euh, donc là où je me suis un peu plus complexifié la tâche, c'est avec Calliope, bien sûr. Je sais pas si, tu vois, Calliope, je peux détailler très rapidement, mais en fait, effectivement, Vas-y. c'est un label, ouais, je pense que vous me connaissez ici, hein, mais c'est un label qui permet vraiment de certifier, on va dire, pas la qualité du contenu, mais la qualité du format, on va dire, et de la formation en elle-même. Donc, le problème, c'est que ça vient aussi, enfin, le problème, et c'est bien, c'est que ça vient aussi avec plein de contraintes administratives. Ça veut dire vérifier que bah, qu'ils ont bien rempli tel questionnaire, que ce soit bien évalué, qu'il y ait bien une évaluation à chaud, à froid, à la fois des décideurs financiers, la personne en elle-même. Comme moi, en plus, ce sont des cours de 2 heures et demie, donc faut que je récolte quasiment à chaque cours. Hein, mais donc il y a beaucoup de choses qui sont un peu plus compliquées, mais franchement, quand on vient Tu t'en des sors pour l'instant. opérations, c'est OK. pas le Ouais, voilà, c'est ça. En fait, le plus dur, c'est de créer la base. Et ce qui est dur avec Calliope, je trouve que c'est qu'il y a un langage qui est très officiel, Ouais. où c'est vraiment, on va dire, faut décrypter en fait. Et quand on arrive devant des auditeurs, donc à Calliope, il y a trois audits. Le premier, c'est l'audit initial qui permet de savoir si oui ou non tu vas avoir Calliope. Ensuite, tu vas avoir l'audit de suivi au bout de 14 mois, 22 mois. Est-ce que tu as le droit de le garder? Donc, est-ce que à l'audit initial, bah, ce qui a été vérifié, bah, c'est toujours vrai à l'audit, au second audit et ensuite à la troisième audit. Et ouais, c'est ça. Ce qui est vraiment dur, c'est comment en fait ces informations qui sont écrites de manière très officielle, en fait, ça se retranscrit dans le concret, quoi. Donc en fait, comment il faut vraiment évaluer? Est-ce qu'il faut évaluer après chaque cours, juste à la fin, par chapitre, ce genre de choses? Moi, en fait, j'en avais aucune idée, donc j'ai dû me faire entourer par un organisme qui m'a aidé là-dessus. Ouais, tu Donc es voilà, content de cet je me organisme? suis quand même un peu fait aider. On peut peut-être donner le nom si jamais, tu en étais content? Ouais, carrément, avec plaisir. Alors, il s'appelle DigiCertif à Marseille. Alors moi, pour être honnête aussi, je connais le dirigeant qui s'appelle Benoît Boitard, qui est très fort. Mais moi, j'étais très content de l'accompagnement. Donc voilà. OK, C'est encore une fois, super. ils te mettent aussi en relation avec quelqu'un en auditeur indépendant. Donc, je pense que ça dépend des personnes avec qui tu tombes. Et moi, ça s'est très bien passé. OK, génial. Alors moi, j'aimerais juste revenir un tout petit peu sur le métier de RevOps, tant qu'on y est. Il nous reste un petit peu de temps et on a vu l'organisation dans la Ouais. globalité. Hem, c'est pour qui les RevOps? Et est-ce que si, moi je suis, je sais pas, dirigeant, par exemple d'un tout petit OF, solopreneur, je gagne pas, énormément ma vie et que finalement je vais peut-être me reconvertir, est-ce que c'est possible? Je peux devenir, RevOps demain ou pas? Ouais, pourquoi pas? Donc ce qu'il faut encore comprendre, c'est que je suis tout à l'heure, hein, c'est les métiers de RevOps actuellement, c'est quand même beaucoup dans des logiciels ou des PME un peu tech. Alors, il y a des PME aussi, hein, je veux dire, on parle beaucoup de startups, mais typiquement, une des premières lettres que j'ai signées pour la prochaine promo, c'est une PME de 100 personnes à Avignon, tu vois. Et donc, on pas du tout dans le bassin parisien, un peu élitiste, pas du tout. Donc, pour pour qui c'est, je pense qu'il faut quand même naviguer on va dire un peu dans le voilà, dans le monde de la tech, du digital. Je pense que c'est important parce qu'il y a quand même beaucoup d'outils et en fait, on parle pas de bases qui sont facilement, apprenables comme ça, on va dire, hein. Il faut vraiment avoir un peu cette culture, tech derrière. Faut aimer travailler avec l'équipe commerciale, marketing, customer success. Donc généralement, ça c'est hyper important. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment être centré revenu, faire du business, faut aimer faire du business. Donc en solopreneur, en soi, pourquoi pas. Oui, c'est pas que de l'admin donc, Et c'est aussi, le côté business qui est ah important. non, Ça, c'est c'est ça faut pas oublier. c'est ça.
Et ça, t'as complètement raison, j'ai pas bien précisé. Donc, on voit souvent, et d'ailleurs, c'est très souvent comme ça qu'il est vu ce métier-là, hein, ce métier très, en fait, on va gérer, on va être dans des outils, on va gérer Salesforce, on va connecter des outils, on va faire du code. Bref, en fait, oui, un tout petit peu, mais un vrai bon revenu opération, c'est quelqu'un qui sait gérer un projet. Donc, ça veut dire, il va expliquer, par exemple, une compensation commerciale, comment il a créé, pourquoi il l'a créé, faire en sorte que les commerciaux ils soient bien contents, qu'ils comprennent bien et qui surtout que ce soit adopté. Donc, en fait, très souvent, et justement, le but, c'est que cette nouvelle compensation, en fait, elle permet de générer plus de chiffre d'affaires. Donc, en fait, un vrai bon revenu opération, il va être capable de gérer des projets, il va bien comprendre le besoin des équipes, il va générer plus de chiffre d'affaires. Et en fait, si derrière il est un peu tech et il arrive à bien connecter les outils, c'est un vrai plus. Mais c'est un plus, c'est tout. C'est pas du tout obligatoire d'être monstrueux là-dedans. Ça, c'est vraiment important. Et derrière, du coup, tu vois, les profils qui revenaient le plus souvent, sont des gens qui sortent d'écoles de commerce, voire d'écoles d'ingé aussi. Il faut savoir pas mal, des écoles d'ingé qui veulent Ok. en fait devenir plus commerciales, plus toucher au ballon, on va dire, et qui veulent aller plus dans le dur. T'as aussi pas mal de consultants aussi qui en ont marre de faire des slides chez voilà, McKinsey, BCG ou même Deloitte, etc. et qui veulent trouver en fait un poste qui est un peu équivalent. En fait, ces postes de revenu opération, ils leur collent plutôt bien parce que ce sont des projets qu'il faut mener, etc. Et ensuite, tu as des gens qui veulent se reconvertir. Alors, se reconvertir, ce qui passe de commercial, marketing en revenu opération. Donc voilà. Donc comme en fait, ils travaillent souvent avec ces gens-là, ils se rendent compte que ce métier-là leur plaît, ce métier de reporting, d'analyse des données, d'optimisation des process, et du coup, ils passent de l'autre côté de la barrière. Ok. Alors, petite question avant qu'on aille sur les questions de la fin, d'après toi. Est-ce qu'il y a une méthode ou un outil que peu d'entreprises exploitent et qu'il faudrait beaucoup plus exploiter? Alors, le fait déjà d'avoir un RevOps, c'est peut-être une différenciation, à vrai dire. Mais est-ce que chez ces RevOps, tu vois dans certaines boîtes, et peut-être dans les licornes ou les experts que tu vois, des secrets de licorne, on va dire, en ce qui concerne le revenu operation? Je sais pas je pense pas qu'il y ait vraiment de secret. Moi, ce que j'ai toujours, c'est que plus la taxe est, plus la stack, excuse-moi, plus le nombre d'outils est important, Ouais. plus on vient vers la complexité et via de l'inefficience, on va dire. Moi, si j'ai envie de dire une chose, c'est que à part vraiment des licornes qui peuvent se permettre d'avoir 20-25 personnes de revenus d'opération, franchement, ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup de faire tout ça. Franchement, en revenu opération qui gère bien c'est quelques outils basiques. Donc, outils basiques, on parle de CRM. Donc, soit HubSpot, Salesforce, Pipedrive, ce qu'on veut, qui va utiliser bien un outil d'automatisation comme Zapier, Make, N8N, ce genre de choses. En vrai, ça peut faire des miracles, hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin, et même des fois, hein, des Google Sheets et des Excel, ça peut et ça fonctionne très très bien. Il y a pas de mal. Enfin, très souvent maintenant, on a du mal à dire ah bah oui, quand tu Google Sheet, Excel, etc. Ça veut dire que c'est pas scalable, blablabla. Oui, mais en vrai, la plupart des business n'ont pas forcément besoin que ce soit très très scalable, ou en tout cas, et ça fonctionne très bien avec du Excel ou du Google Sheet. Donc, moi, je dis juste rester simple sur les outils et j'aime pas en recommander plein de nouveaux. Alors, il y en a plein de nouveaux qui fonctionnent bien, hein. Toi, des outils comme Mojo qui sont géniaux aussi, qui permettent d'enregistrer des calls, euh, même lui faire limite du coaching live pour les équipes commerciales par l'intelligence artificielle, c'est génial. Mais rester simple sur les outils et moi, je dis toujours, tu as les early adopters dans les outils, donc ceux qui se ruent sur tous les nouveaux outils. Et ça, c'est parce que les gens, ils aiment faire ça, donc parce que ça fait partie de leur motivation intrinsèque. Si c'est pas votre cas, moi, je vous dirais juste, soyez des suiveurs, hein. Regardez l'outil qui va arriver un peu, qui va fonctionner mieux que les autres, et utilisez-le un peu quand ça a déjà prouvé en fait les bénéfices et les avantages. Donc voilà. Tu vois, j'ai répondu à des questions par un truc complètement différent, mais j'espère que Non, c'est non, bon. mais c'est très bien et je pense que c'est un bon rappel parce que c'est vrai que plus on grossit, plus on a tendance à se jeter sur les nouveaux outils en se disant: «Ouais, c'est ça qui va m'aider», mais au final, c'est peut-être, déjà regarder ce qui se fait avec ce qu'on a. Hem, il y a une question qui me vient d'ailleurs, comment ça se fait qu'il y a pas de RevOps, ailleurs que dans les startups? Pourquoi pas dans une grande école, par exemple? Alors figure-toi que ça se démocratise. J'étais très généraliste, mais tu vois des postes de revenus par opération maintenant qui commencent à se créer, même dans des très grosses boîtes que j'ai vu passer quoi. Et encore une fois, tu vois, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, les noms sont C'est la différents. nomenclature, Tu ouais, vois, OK. dans la nomenclature, on va te parler de project manager par exemple.
Tu vois, ça peut être typique ce genre de choses. T'as aussi beaucoup de, ça, aussi il y a beaucoup de gens en finance maintenant qui font aussi un peu de revenus opération, bon, un peu différent, mais ça se rapproche. Donc, faut pas fermer la porte. Et encore une fois, revenu opération, c'est juste lui-même un dérivé d'un métier qui existait déjà. C'est juste en fait peut-être un peu, j'appelle revenu opération aujourd'hui parce que c'est un effet de mode. Maintenant, on parle aussi beaucoup de business opération, donc, qui est très similaire en fait, hein. Euh, donc voilà. Mais encore une fois, ce métier-là, il regroupe en fait beaucoup, voilà, beaucoup de noms différents, mais je pense que c'est présent dans beaucoup de boîtes. Voilà. Ok. Et maintenant, revenu opération, c'est un peu émergé parce qu'aux US, il y a une grosse sur LinkedIn, il y a eu genre le métier qui a le plus grossi, c'était en 2022, en 2023, c'était le métier de revenu opération. Donc c'est pour ça que c'est ce nom-là qui est resté, on va dire. Et qui est resté au-dessus de Sales Hub, Business Hub, etc., qui sont finalement que des déclinaisons un petit peu, avec Ouais, chacun ses j'ai spécialisés l'impression, oui. également. Ok, ça marche. Ok, bah écoute, c'est hyper intéressant, Hugo. Ce que je te propose, c'est qu'on passe aux questions de la fin, avec la plus large en première, qui est la formation dans 10 ans. Pour toi, c'est quoi? C'est une excellente question venant de quelqu'un qui a créé une formation depuis 1 an et qui n'a fait que 3 promotions. Donc prenez la Et tu arrives réponse avec comme, un nouveau regard, comme elle vient. justement. C'est ça qu'on va chercher, tu C'est, vois. c'est, non, mais c'est ça. En vrai, moi, ce que je vois, je pense pas que la pédagogie va énormément changer parce que c'est déjà, je pense, quand même mine de rien, c'est quand même pas mal avancé. Enfin, j'étais surpris honnêtement du niveau de la formation globale. Bon, il y a beaucoup de choses moyennes, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Je pense que la plus grosse révolution, ben, ça va pas se mentir, c'est l'intelligence artificielle sur comment ça va être utilisé dans la formation. Je pense notamment, tu vois, et j'en parlais juste avant, mais actuellement, t'as des calls commerciaux qui sont faits où l'intelligence artificielle est en train de conseiller un humain sur comment répondre, quel point aborder, etc. On parle du live. Donc ça c'est vraiment enfin, je trouve quelque chose de monstrueux et je pense quand on va ramener ça vraiment dans la formation, donc par exemple ça va être sur des corrections d'exercices, mais aussi des créations d'exercices. Donc on va pouvoir créer du contenu beaucoup plus facilement. Actuellement, tu vois, moi créer des exercices, ça prend du temps, et en plus c'est douloureux parce que c'est compliqué. Euh, même pour mes professeurs, ils savent pas trop comment faire, les experts. Donc ça va être vraiment énorme. En fait, on va pouvoir vraiment donner plein d'exercices, plein de cas concrets, plein de cas réels qui vont être auto-rédigés et qui va pouvoir être aussi auto-corrigé. Je pense qu'il va falloir garder ce côté humain quand même qui est ultra important, hein. Je veux dire, moi, si les gens aiment l'information, c'est parce qu'ils aiment pas. En fait, je leur rends jamais juste du replay parce qu'en fait, enfin, je pense que c'est pas intéressant Oui. de voir que du replay. Ils aiment parler aux profs parce qu'ils aiment avoir leur expertise, avoir leur réponse qui est adaptée et pouvoir challenger la réponse. Enfin bref, on Hmm. aime parler à des humains, tu vois. Mais je pense qu'un artificiel, ça va Oui. vraiment bouleverser la formation dans son global. Et j'ai du mal à voir encore dans quelle proportion. Est-ce que ça va être totalement en bide comme a pu l'être le Web 3, enfin, on va dire le Web3, Oui, c'est vrai il qu'on y a a très quelques vite années? oublié tout ce qui est crypto, Web3, Ouais, quand l'IA est arrivé. alors crypto, pas vraiment, mais bon, blockchain et tout, Non, etc. pas Mais vraiment. bon, et encore pas vraiment, mais oui, le Web 3 où, Oui. moi, je pense pas, honnêtement, en fait, il y a trop d'applications concrètes qui commencent déjà à l'être. D'ailleurs, tu vois, typiquement, Ouais. par exemple, moi, je vais rajouter un cours, introduction à l'IA et comment l'utiliser pour l'utiliser RevOps. Parce qu'en fait, déjà, ça commence à devenir un peu trop gros, quoi. Donc, déjà, il y a des impacts Ok. concrets, en fait, et qui sont concrets dans le business. Donc, tu vois, contrairement au Web 3, par exemple. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, si vraiment un gros bet à faire, enfin, un gros pari à faire, c'est celui-là. C'est évident, mais en fait, j'ai du mal à estimer la proportion. Est-ce que c'est vraiment un tout petit peu, ou alors est-ce qu'en fait, il va y avoir des formations 100% créées par l'IA, super quali en termes de contenu, est-ce que ça veut dire qu'en fait, maintenant, il y aura juste en fait de l'humain qui va créer du contenu, qui va être absorbé par l'IA, qui va le remettre en termes de pédagogie propre et nette, et en fait qui va créer lui-même la formation de A à Z. Ça, je sais pas, tu vois, genre. Et c'est pour ça que aussi moi dans mes formations, j'aime pas trop le côté que court. Je fais aussi des rendez-vous physiques, tu vois, dans des bars. En fait, je réserve des tables dans des bars et je fais du networking. J'invite différents employés de différentes boîtes et on parle, quoi. Voilà, bref, je réponds pas vraiment Ouais, à et la puis c'est plus question, mais tu sympa, il y vois, a aussi le côté humain qu'on n'enlèvera ouais, jamais complètement, bah, bien sûr. Ok, c'est tellement mieux, mais oui. c'est hyper intéressant. Et on verra dans 10 ans, écoute, pour l'IA. Euh, Ouais. Est-ce qu'il y a une personne ou un média qui t'inspire dans l'univers de la formation? Alors oui, il y en a un que je suis pas mal. Alors c'est quelqu'un qui vient des US encore une fois, qui s'appelle Sam Jacobs. Je sais pas si tu connais Pavilion. Non, ça me dit rien pour le coup. Non. Alors c'est leur PDG, leur CTO. En fait,
Lui, il a créé vraiment une communauté, tu vois, un peu comme un Business Opportunity Network l'a fait. Mais en fait, il appelle ça une communauté de learning. Donc, en fait, il pousse sa communauté à échanger entre eux et il crée aussi beaucoup de contenu et qui vend aussi à sa communauté. Mais c'est, enfin, en tout cas, de comment il le vend, moi, après, c'est des Américains, hein, donc ils sont très forts en marketing, mais j'ai l'impression qu'ils sont très, très forts il est très, très fort sur la création de contenu, le pousser dans sa communauté, et il organise beaucoup de rencontres dans plein de salons, et il fait ça, et il le vend que pour le management, les exécutifs, etc. Mais de ce que je vois, c'est que ça marche vachement bien parce que sur fait sur LinkedIn, il y en a plein qui mettent qui sont members de pavillon, leur chiffre d'affaires il est sacrément élevé et ils partagent beaucoup de choses, que ce soit sur la formation et aussi sur la manière de gérer une boîte qui est hyper intéressant. Voilà, ça s'appelle Sam Jacobs. Moi, je le suis en tout cas, c'est une bonne source d'inspiration. Ok, génial. Est-ce qu'il y a un outil digital que tu aimerais partager aujourd'hui? Franchement, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Moi, tu vois, je vais dire mes outils, ils sont super simples. Hein. Tu vois, je vais ouvrir j'ai toujours en favori. Tu vois, j'ai mon Hotspot, Doog pour ma compta, Conto, Zapier, Gmail, et voilà, avec ça, je fais 95%, quoi. Donc, choisis un de ces outils-là, et tu vois, c'est des outils qui sont simples et utilisables par tout le monde. Je sais pas, je fais rien de spécial, hein. Quand j'ai une idée, je la note sur mon téléphone et dans mon outil note. Donc voilà, est-ce que tu veux recommander l'outil note? Tu peux le faire. Très bien. Non, Voilà, non, mais c'est pour parfois, dire. il faut rappeler, et je pense que c'est ça peut-être le leitmotiv avec la réponse de tout à l'heure, qui est, on n'a pas besoin forcément de grand-chose pour faire avancer, un OF et puis, Non, bah, non, après évidemment at scale, c'est un peu différent une fois qu'on devient, un peu plus gros. Et OK. c'est ça. Est-ce qu'il y a, un livre que tu as sur ta table de chevet? Alors, oui, en ce moment, je lis Sapiens, tu vois, pas du tout en livre business, je me souviens plus du nom de l'auteur, qui explique un peu, bon, en tout cas, selon l'auteur, qui tente d'expliquer comment on en est arrivé là. Sinon, moi, je lis très peu de livres business, hein. Alors, je lis beaucoup de livres classiques. Tu vois, j'adore les Marcel Aimé, les Alexandre Dumas, les Victor Hugo. Je pense que c'est pas le cas de beaucoup de monde. Voilà, si un jour vous voulez lire un très bon livre, quand même, Le Comte de Monte-Cristo, le livre et pas le film, même si le film est pas mauvais, mais le livre est vraiment exceptionnel. Donc, je vous le conseille. Donc voilà. Et sinon, Sapiens, j'en suis à la moitié, c'est Et pas trop mal. Sapiens qui est sympa aussi, même si c'est peut-être un peu moins un classique, bien connu pour une bonne raison, je pense aussi. OK. Bah, Exactement. écoute Hugo, c'est top. Est-ce qu'il y a un dernier mot pour clôturer ce podcast? Moi, je dirais que je suis quelqu'un de lambda. J'ai fait une école de commerce, j'étais employé comme tout le monde. Tout le monde peut créer sa boîte. Vraiment, croyez-moi, hein, mes parents, ils sont pas du tout entrepreneurs. Donc, si un jour vous avez une envie, faites-le. Il n'y a pas besoin d'avoir des talents particuliers. Je n'utilise pas d'outils particuliers. J'ai compris juste que en parlant à des gens qui avaient un besoin à un moment donné, c'est juste ça dont vous avez besoin. Après, après vendre, bah oui, il faut apprendre un peu à vendre, à se former, mais voilà, enfin, tout le monde peut le faire et vraiment, faut dédramatiser ce sujet de l'entrepreneuriat. C'est compliqué dans la tête, c'est tout. Sinon, tout le monde peut y arriver. Je confirme. Et bah, écoute, sur ces belles paroles, Hugo, merci beaucoup et je te souhaite, de très belles formations, beaucoup de succès avec Albus School et à la prochaine. Merci Elliot, c'était très cool.